KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. De retour à Rome, César montra son mécontentement d'être rentré et, au bout de quelques jours, il brûla de nouveau du désir de repartir pour l'Achaïe. Il promulgua même un édit, dans lequel il déclarait que son absence ne serait pas longue et que les affaires publiques n'en pâtiraient en aucun cas. Puis, accompagné des Augustins parmi lesquels se trouvait Vinicius, il se rendit au Capitole déposer des offrandes aux dieux, à l'intention du succès du voyage projeté. Mais le lendemain, alors qu'il se trouvait au temple de Vesta, il se produisit un incident qui modifia tous les projets. Néron ne croyait pas aux dieux, mais il en avait peur. La mystérieuse Vesta, surtout, le remplissait d'une crainte telle qu'à la vue de la divinité et du feu sacré, ses cheveux se hérissèrent subitement d'épouvante, ses mâchoires se serrèrent, un tremblement agita tous ses membres, et il s'affaissa dans les bras de Vinicius, qui se trouvait tout près de lui. On le sortit aussitôt du temple, et on le transporta au Palatin, où bientôt il revint tout à fait à lui, mais ne quitta pas le lit de toute la journée. Il déclara aussi, à la grande surprise de tous, qu'il remettait résolument à plus tard le voyage projeté, car la divinité l'avait secrètement mis en garde contre toute hâte. 1 heure plus tard, on annonçait déjà publiquement dans Rome tout entière que César, ayant vu les visages attristés des citoyens, ému par son amour pour eux comme un père pour ses enfants, restait avec eux, afin de partager leur joie et leur sort. Le peuple, que la décision avait rempli de joie et qui était sûr que des jeux et une distribution de céréales ne manqueraient pas d'être ordonnés, accourut en foule devant la porte palatine acclamer le divin César. Celui-ci interrompit la partie d'osselet qu'il jouait avec des Augustins et déclara : « Oui, il fallait l'ajourner ce voyage. L'Égypte et la souveraineté sur l'Orient ne peuvent, selon les prédictions, ne pas m'échoir, et par conséquent, l'Achaïe ne peut, elle non plus, être perdue. J'ordonnerai de faire percer l'isthme de Corinthe. En Égypte, par contre, nous édifierons des monuments auprès desquels les pyramides sembleront être des jouets d'enfants. Je commanderai de construire un sphinx 7 fois plus grand que celui qui, près de Memphis, contemple le désert. Mais j'ordonnerai de lui donner mon visage. Les siècles à venir ne parleront que de ce monument et de moi. Tu t'es déjà édifié un monument avec tes vers, non pas 7 fois, mais 3 fois 7 fois plus grand que la pyramide de Khéops, opina Pétrone. Et avec mon chant ? Hélas, à ces paroles, Tigelin s'empressa d'intervenir. Je vais m'en occuper. Mais Néron continuait de parler à Vinicius. Je te remercie de m'avoir soutenu. En tombant, j'aurais pu me fracasser la tête. Autrefois, on avait en toi un bon compagnon. Mais depuis la guerre et ton service sous le commandement de Corbulon, on dirait que tu es devenu sauvage, et je te vois rarement. Puis, au bout d'un moment de silence, il reprit. Comment se porte cette jeune fille, trop étroite des hanches, dont tu étais amoureux et que j'ai fait enlever au Aulus pour toi ? Vinicius se troubla, mais Pétrone, à cet instant, lui vint en aide. Je parierais, Seigneur, dit-il, qu'il l'a oublié. Vois-tu son trouble ? Demande-lui combien il en a eu depuis, et je ne garantis pas qu'il sera capable de répondre. Les Vinicius sont de bons soldats, et des coqs encore meilleurs. Il leur faut des basses-cours. Punis-l'en, Seigneur, et ne l'invite pas à la fête que Tigelin nous promet d'organiser en ton honneur sur les temps d'Agrippa. Non, je ne le ferai pas. Je fais confiance à Tigelin pour ce qui est de la basse-cour. Je pense qu'il y aura de quoi satisfaire tout le monde. Devrait-il manquer de Charite là où sera Eros ? Répliqua Tigelin. Mais Néron reprit.
L'ennui me mine. Par la volonté de la déesse, je suis restée à Rome, mais je ne puis supporter cette ville. Je vais partir à Antium. J'étouffe dans ces rues étroites, parmi ces maisons croulantes, ces ruelles sordides. Des puanteurs arrivent jusqu'ici, jusqu'à ma maison et mes jardins. Ah, si un tremblement de terre détruisait Rome, si un dieu dans sa colère l'a rasée, je vous montrerai alors comment on doit construire une ville qui est à la tête du monde et ma capitale. César, observa Tigelin, tu dis « si un dieu dans sa colère détruisait la ville », n'est-ce pas ? Oui, et alors ? N'es-tu pas un dieu ? Néron fit un geste de lassitude, puis poursuivit. Nous verrons ce que tu auras préparé sur les étangs d'Agrippa. Après, je me rendrai à Antium. Vous tous, vous êtes petits. Vous ne comprenez donc pas qu'il me faut de grandes choses. Cela dit, il ferma les yeux, laissant entendre qu'il avait besoin de repos. Les Augustins commencèrent donc à se disperser. Pétrone sortit avec Vinicius et lui dit « Te voilà donc invité à prendre part à la fête ?» Barbe d'Airain a renoncé au voyage projeté, mais en revanche, il commettra plus de folie que jamais et fera ce qu'au bon lui semblera, dans la ville comme dans sa propre maison. Tâche, toi aussi, de trouver dans les folies distraction et oubli. Par Jupiter, nous avons conquis le monde, que je sache. Nous avons donc le droit de nous amuser. Toi, Marc, tu es un très beau garçon, et c'est en partie à cela que j'attribue le faible que j'ai pour toi. Par Diane d'Éphèse, si tu pouvais voir tes magnifiques sourcils et ton visage, dans lequel on devine le vieux sang des Quirites. Tous les autres ont l'air d'être des affranchis à côté de toi. C'est un fait. Si ce n'était cet enseignement inepte, Ligie serait aujourd'hui chez toi. Essaie encore de me démontrer que ce ne sont pas des ennemis de la vie et des hommes. Ils se sont bien comportés avec toi. Tu peux donc leur en être reconnaissant, mais à ta place, je détesterais cet enseignement, et je chercherais le plaisir là où l'on peut le trouver. Tu es beau garçon, je te le répète, et Rome regorge de divorcés. Je m'étonne seulement que tout cela ne te fatigue toujours pas, observa Vinicius. Qui te dit cela ? Cela me fatigue depuis longtemps, mais moi je n'ai pas ton âge. Moi d'ailleurs, j'ai d'autres goûts que tu ne partages pas. J'aime les livres que toi tu n'aimes pas. J'aime la poésie qui t'ennuie. J'aime les vases, les gemmes, et une multitude de choses que tu ne regardes pas. J'ai des douleurs dans le dos que tu n'éprouves pas. Et enfin, j'ai trouvé Eunice. Toi, en revanche, tu n'as rien trouvé de semblable. Je me sens bien chez moi parmi des chefs-d'œuvre. De toi, par contre, je ne ferai jamais un esthète. Je sais que, dans la vie, je ne trouverai rien de plus que ce que j'ai déjà trouvé. Toi, tu ne sais même pas toi-même que tu espères encore et cherches toujours. Si la mort venait te surprendre, malgré tout ton courage et toutes tes tristesses, tu mourrais étonné de devoir déjà quitter ce monde, tandis que moi, je l'accueillerais comme une nécessité, avec la conviction qu'il n'y a pas dans le monde entier de fruits auxquels je n'aurais goûté. Je n'ai pas hâte d'en finir, mais je ne temporiserai pas non plus. Je ferai seulement le nécessaire pour être joyeux jusqu'au bout. Il est dans le monde des sceptiques joyeux. Les stoïciens sont, à mes yeux, des sots. Mais le stoïcisme, au moins, trempe les caractères. Tandis que tes chrétiens introduisent dans le monde la tristesse qui est dans la vie, ce qu'est la pluie dans la nature. Sais-tu ce que j'ai appris ? Eh bien voilà. Pendant la fête que donnera Tigelin, il y aura sur les bords de l'étang d'Agrippa des lupanars où seront réunies des femmes des plus grandes familles de Rome. Ne s'en trouvera-t-il pas au moins une assez belle, capable de te consoler ? Il y aura aussi des vierges qui feront leur début dans le monde, comme nymphes. Tel est notre empire romain. Il fait déjà chaud. Le vent du sud réchauffera les eaux et ne couvrira pas les corps nus de boutons de fièvre. Et toi, Narcisse, sache que pas une seule ne saura te résister. Pas une seule, fut-elle vestale. Vinicius se cogna la tête du poing comme quelqu'un qui a une idée fixe.
C'est bien ma chance d'être tombée sur l'unique. À qui le dois-tu sinon aux chrétiens ? Des gens qui ont pour emblème une croix ne peuvent être autres. Écoute-moi bien. La Grèce était belle et a créé la sagesse du monde. Nous avons créé la force. Et que peut bien donner cette doctrine à ton avis ? Si tu le sais, explique-le-moi, car par Pollux, je ne m'en doute même pas. Vinicius haussa les épaules. On dirait que tu as peur que je ne devienne chrétien. J'ai peur que tu ne gâches ta vie. Si tu n'es pas capable d'être la Grèce, sois Rome. Gouverne et profite de la vie. Nos folies ont en quelque sorte un sens parce qu'elles recèlent précisément cette idée. Je méprise Barbe d'Airain parce que c'est un bouffon qui se donne un air de grec. S'il se considérait comme un Romain, je lui donnerais raison de se permettre des folies. Promets-moi que si, de retour chez toi, tu y trouves un chrétien, tu lui tireras la langue. Si c'est Glaucus, le médecin, il ne s'en étonnera même pas. Au revoir, sur les temps d'Agrippa. Chapitre 31. Les prétoriens avaient encerclé les bosquets sur les bords de l'étang d'Agrippa, afin que les trop grandes foules de curieux ne gênent César et ses invités. Il était notoire que tout ce qu'il y avait de marquant à Rome, tant au point de vue de la richesse, de l'esprit ou de la beauté, se trouvait à cette fête qui n'avait pas sa pareille dans les annales de la ville. Tigelin voulait donner à César une compensation pour son voyage ajourné en Achaïe, et en même temps surpasser tous ceux qui n'avaient jamais accueilli Néron, lui prouver que nul n'était capable de l'amuser aussi bien. Alors qu'il se trouvait avec César à Naples, puis à Bénévent, il avait déjà fait des préparatifs dans ce but et avait envoyé des ordres pour faire venir des contrées les plus lointaines du monde des animaux, des oiseaux, des poissons et des plantes rares, sans parler des vases et des étoffes qui devaient rehausser la splendeur du festin. Les revenus de provinces entières étaient engloutis pour satisfaire des idées folles, mais le puissant favori n'avait pas à en tenir compte. Son influence augmentait de jour en jour. Tigelin n'était peut-être pas encore plus cher à Néron que d'autres, mais il devenait toujours plus indispensable. Pétrone le surpassait infiniment par son raffinement, son intelligence, son humour. Dans les conversations, il savait mieux amuser César, mais pour son malheur, il était aussi supérieur à Néron. Ce qui éveillait en ce dernier un sentiment de jalousie. Pétrone ne savait pas non plus être en tout un instrument docile. César appréhendait aussi son avis dans les questions de goût, tandis qu'avec Tigelin, il se sentait toujours à l'aise. Le seul qualificatif arbiter elegantarium, donné à Pétrone, irritait l'amour-propre de Néron, car qui, selon lui-même, devait y avoir droit ? Tigelin avait assez de bon sens pour avoir conscience de ses propres lacunes et, voyant qu'il ne pouvait rivaliser ni avec Pétrone, ni avec Lucain, ni avec d'autres qui se prévalaient soit de leur naissance, soit de leur talent ou de leur savoir, il avait décidé de les éclipser par sa servilité et surtout par un luxe qui frapperait même l'imagination de Néron. Il ordonna donc de poser les tables du festin sur un immense radeau construit en poutre dorée. Ses bords étaient décorés de splendides conques aux reflets de perles et d'arc-en-ciel, pêchés dans la mer Rouge et dans l'océan Indien. Les côtés étaient recouverts de touffes de palmes, de lotus et de roses épanouis, parmi lesquels étaient dissimulées des fontaines, d'où jaillissaient des jets d'eau parfumés, des statues de dieux ou des cages d'argent remplies d'oiseaux multicolores. Au milieu du radeau se dressait une énorme tente, ou plutôt, pour ne pas cacher la vue, le dessus d'une tente en pourpre syrienne, portée par des poteaux argentés. Sous ce vélum, les tables préparées pour les convives et sur lesquelles étincelaient de la verrerie d'Alexandrie, des cristaux et une vaisselle sans prix, tout cela pillé en Italie, en Grèce et en Asie mineure, brillaient comme des soleils. Le radeau, qui avait, grâce aux plantes qui y étaient disposées, l'apparence d'une île et d'un jardin, était relié par des cordes d'or et de pourpre à des barques en forme de poissons, de cygnes, de mouettes et de flamands, et dont les avirons multicolores étaient actionnés par des rameurs et des rameuses nues, d'une grande beauté,
aux cheveux tressés à la mode orientale ou pris dans des résilles dorées. Lorsque Néron arriva avec Poppée et les Augustans sur le principal radeau et prit place sous le vélum de pourpre, ces barques glissèrent sur l'étang, les rames se mirent à frapper l'eau, les cordes dorées se tendirent, et le radeau, avec les tables et les convives, se mit à avancer et d'écrire des cercles sur l'étang. Il fut bientôt entouré d'autres barques et d'autres radeaux plus petits, à bord desquels se trouvaient des jeunes femmes, citharistes et harpistes, dont le corps rose semblait, sur le fond de l'azur du ciel et celui de l'eau, et dans le reflet des instruments dorés, s'être imprégné de ces couleurs, chatoyer et s'épanouir comme des fleurs. Dans les bosquets environnants, dans les bâtiments extravagants édifiés pour la circonstance et dissimulés dans la verdure, on entendait de la musique et des chants. La contrée en retentissait, les bosquets en résonnaient, le son des cors et des trompettes se répandait en écho. César lui-même, entre Poppée et Pythagore, admirait le spectacle qui s'offrait à ses yeux, et quand, entre les barques, surgirent de jeunes esclaves déguisés en sirènes, recouvertes d'un filet vert imitant les écailles, il ne tarit pas d'éloges sur Tigelin. Par habitude, il regardait cependant Pétrone, désireux de savoir quelle était la vie de l'arbitre, mais celui-ci affichait pendant certain temps de l'indifférence, et ce n'est que lorsqu'on l'interrogea directement qu'il répondit « Je pense, Seigneur, que 10 000 vierges nues font une impression moins grande qu'une seule. » Le festin flottant plaisait néanmoins à César, car c'était quelque chose de nouveau. On servait d'ailleurs, comme d'habitude, des mets si recherchés qu'Apicius lui-même, dont l'imagination en la matière était prodigieuse, en serait resté ébahi, et des vins de tant de crus qu'Othon, qui en servait plus de 80, se serait caché sous l'eau de honte s'il avait pu voir ce faste. Outre les femmes, ne prirent place à table que des Augustans, parmi lesquels Vinicius, qui les éclipsait tous par sa beauté. Naguère, sa silhouette et son visage trahissaient le soldat de carrière. À présent, les tourments de l'âme et la douleur physique qu'il avait éprouvée avaient affiné ses traits, comme l'aurait fait la main délicate d'un sculpteur. Son teint avait perdu son ancien hâle, mais avait gardé l'éclat doré du marbre de Numidie. Ses yeux s'étaient agrandis et étaient plus tristes. Seul son torse avait gardé son ancienne forme puissante, comme faite pour la cuirasse, mais au-dessus de ce torse de légionnaire se dressait une tête de dieu grec, ou tout au moins de patricien raffiné, tout à la fois délicate et splendide. En lui disant qu'aucune Augustane ne saurait ni ne voudrait lui résister, Pétrone parlait en homme qui avait de l'expérience. Elle le regardait toute, sans excepter Poppée et la vestale Rubria que César avait tenu à inviter à la fête. Les vins frappés de neige des montagnes échauffèrent bientôt les cœurs et les têtes des convives. Des fourrés des bords de l'étang sortaient sans cesse de nouvelles barques en forme de sauterelles et de libellules. Le miroir bleu de l'étang semblait parsemé de pétales de fleurs ou envahi de papillons. Au-dessus des barques volaient, çà et là, des colombes et d'autres oiseaux d'Inde et d'Afrique, retenus par des fils ou des cordons argentés et bleus. Le soleil avait déjà parcouru la plus grande partie du ciel, mais cette journée du début de mai, durant laquelle se tenait le festin, était chaude et même brûlante. L'étang était agité par le frappement des rames qui fendaient les eaux au rythme de la musique, mais pas le moindre vent ne soufflait, et les bosquets restaient figés dans l'immobilité, comme plongés dans l'écoute et la contemplation de ce qui se passait sur l'eau. Le radeau continuait de voguer sur l'étang, transportant ses banquetteurs de plus en plus ivres et de plus en plus braillards. Le festin n'était pas encore arrivé à sa moitié, que l'on ne respectait plus l'ordre dans lequel tous avaient pris place. César lui-même donna l'exemple. S'étant levé, il avait ordonné à Vinicius, qui se reposait auprès de Rubria, de lui céder sa place, et, ayant occupé son triclinium, il se mit à chuchoter quelque chose à l'oreille de la Vestale. Vinicius se trouva à côté de Poppée, qui, au bout d'un moment, lui tendit son bras, le priant de refermer son bracelet défait. Lorsqu'il le fit d'une main quelque peu tremblante, elle lui lança dessous ses longs cils un regard qu'on eût dit confus, et secoua sa tête dorée comme si elle voulait nier quelque chose.
Cependant, le soleil avait grossi, rougi, et descendait derrière les cimes des bosquets. Les invités étaient pour la plupart complètement ivres. Le radeau glissait maintenant près des rives sur lesquelles on voyait, parmi les touffes d'arbustes et de fleurs, des groupes d'hommes travestis en faune ou en satyre, jouant de la flûte, du chalumeau et du tambourin, ainsi que des groupes de jeunes filles déguisées en nymphes, dryades et hamadryades. Le crépuscule survint enfin parmi les exclamations poussées par les convives ivres sous la tente en hommage à Luna, tandis que les bosquets s'illuminèrent de milliers de lampes. Des lupanars installés sur les rives jaillirent des flots de lumière. Sur les terrasses parurent de nouveaux groupes, nus, composés de femmes et de filles des plus grandes familles romaines. Elles se mirent, de la voix et avec des gestes de dévergondés, à appeler les convives. Le radeau accosta enfin. César et les Augustins se précipitèrent vers les bosquets, se dispersèrent dans les lupanars, sous les tentes cachées dans les fourrés, dans les grottes artificielles ménagées parmi les sources et les fontaines. Ce fut une folie générale. Nul ne savait où était passé César, qui était sénateur, guerrier, acrobate ou musicien. Les satyres et les faunes se mirent à poursuivre les nymphes avec des cris. On brisait les lampes à coups de thyrse pour les éteindre. L'obscurité se fit dans certaines parties des bosquets. Mais partout, on entendait ici des cris sonores, là des rires, de ci, de là des chuchotements, par-ci, par-là, des halètements. Rome n'avait certes rien vu de pareil jusqu'alors. Vinicius n'était pas aussi ivre qu'à ce fameux festin donné au palais de César où s'était trouvée Ligie, mais la vue de tout ce qui se passait ici ne l'en éblouit pas moins, et la fièvre du plaisir s'empara finalement de lui. S'étant précipité dans le bois, il courut avec les autres, cherchant des yeux la dryade qui lui semblerait la plus belle. À chaque instant, il voyait passer en courant à côté de lui, avec des chants et des exclamations, de nouvelles bandes de nymphes et de dryades poursuivies par des faunes, des satyres, des sénateurs, des guerriers, et les échos de la musique. Apercevant enfin un cortège de vierges conduit par l'une d'elles déguisée en Diane, il se précipita vers lui, voulant voir de plus près la déesse, et soudain, son cœur se figea. Dans la déesse au croissant de lune sur la tête, il crut reconnaître Ligie. Elles l'entourèrent de leur cortège délirant, et, au bout d'un moment, voulant sans doute l'inciter à les poursuivre, elles se sauvèrent comme une harde de biches. Mais il resta sur place, le cœur battant, suffoqué, car bien qu'il eût constaté que Diane n'était pas Ligie et que, vue de plus près, elle ne lui ressemblait même pas, l'impression fut si forte qu'elle le laissa pantelant. Il sentit soudain que Ligie lui manquait infiniment, comme jamais encore il ne l'avait éprouvé dans sa vie, et l'amour pour elle, telle une nouvelle et énorme vague, inonda son cœur. Jamais elle ne lui avait semblé plus chère, plus pure et plus adorée qu'en ce bois de folie et de sauvage débauche. Il y avait tout juste un moment, il avait lui-même voulu boire à cette coupe et prendre part à ce déchaînement de sens et à ce dévergondage effréné, et voilà qu'il était pris de répugnance et de dégoût. Il sentit que cette abomination l'étouffait, que sa poitrine avait besoin de respirer un air pur, et ses yeux de voir des étoiles qui ne seraient pas cachées par cet effroyable bois touffu, et il décida de fuir. Mais à peine fit-il quelques pas, que surgit devant lui une figure à la tête enroulée d'un voile, et, posant ses bras sur ses épaules, elle se mit à lui chuchoter en couvrant son visage d'un souffle chaud. « Je t'aime. Viens. Personne ne nous verra. Dépêche-toi. » Vinicius fut comme tiré d'un rêve. « Qui es-tu » Mais elle pressa sa poitrine contre lui et insista. « Dépêche-toi. Vois comme c'est vide ici, et moi, je t'aime. Viens. »« Qui es-tu » répéta Vinicius. « Devine. » Cela dit, elle pressa à travers son voile ses lèvres sur celles de Vinicius, attirant en même temps vers elle sa tête. Enfin, lorsqu'elle manqua de souffle, elle éloigna de lui son visage. « Au nom de l'amour, c'est une nuit de frénésie, dit-elle en haletant. Aujourd'hui, on a le droit. Je suis à toi. » Ce baiser le brûla cependant et l'emplit d'un nouveau dégoût. Son âme et son cœur étaient ailleurs, dans le monde entier,
Rien d'autre n'existait hormis Ligie. Il repoussa donc de la main la figure voilée et lui dit « Qui que tu puisses être, sache que j'en aime une autre et que je ne veux pas de toi. » Mais elle, penchant sa tête vers lui, s'obstina. « Relève le voile. » À cet instant, les feuilles des myrtes à proximité d'eux bruirent. L'inconnu disparut comme une vision onirique. Seul au loin retentit son rire, étrange et sinistre. Pétrone surgit devant Vinicius. « J'ai tout entendu et vu, dit-il. » Vinicius lui répondit « Partons d'ici. » Ils partirent. Ils dépassèrent les lupanards étincelants de lumière, le bosquet, le cordon de prétoriens à cheval, et retrouvèrent les litières. « Je m'arrêterai un instant chez toi, dit Pétrone. » Ils montèrent dans la même litière. Ils se turent tous les deux tout au long du chemin. Lorsqu'ils se trouvèrent enfin dans l'atrium de la maison de Vinicius, Pétrone demanda « Sais-tu qui c'était » ? « Rebria » lança Vinicius, bouleversé à la seule pensée que Rebria était une vestale. « Non. »« Qui, en ce cas ?» Pétrone baissa la voix. « Le feu de Vesta a été souillé, car Rubria était avec César. Tandis que celle qui t'a parlé était... » Il acheva sa phrase, encore plus bas. « Diva Augusta. » Il s'ensuivit un moment de silence. César, poursuivit Pétrone, n'a pas su lui dissimuler sa flamme pour Rubria. Alors Popée a peut-être voulu se venger. Quant à moi, je vous ai dérangé parce que si, ayant reconnu l'Augusta, tu l'avais repoussée, tu aurais été perdu sans rémission. Toi, Légie, et peut-être moi aussi. À ces mots, Vinicius s'emporta. « J'en ai assez de Rome, de César, des festins, d'Augusta, de Tigelin et de vous tous. J'étouffe. Je ne puis vivre ainsi, je ne le puis. Me comprends-tu ? Tu perds la tête, tout bon sens, toute mesure. Vinicius, je n'aime qu'elle seule au monde. Et alors ? Alors je ne veux pas d'autre amour. Je ne veux pas de votre vie, de vos festins, de votre impudeur et de vos crimes. Que t'arrive-t-il ? Serais-tu chrétien ? Le jeune homme se prit la tête dans les mains et se mit à répéter comme pris de désespoir. « Pas encore. Pas encore. » C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.